Michel Beauchamp, viticulteur en Champagne avec mon fils Jules à Jambry. Nous faisons partie d'un petit groupe qui a créé Arbres et Paysages en Champagne. Cette association qui a été initiée pour développer et protéger les sols vivants, quoi. Alors la viticulture sur le sol vivant, bien entendu, ça peut poser question, hein. Alors le sol vivant, c'est qu'effectivement depuis de nombreuses années, et je prends plaisir à dire qu'on n'a copié personne, je veux dire par rapport au passé. Parce que les méthodes qu'on est en train de mettre actuellement en place sont des méthodes qui, peut-être la seule initiatrice, c'est la forêt elle-même. C'est-à-dire un sol vivant, bien c'est un sol qui vit à l'état naturel. Alors on peut effectivement le piloter un peu, mais aujourd'hui on se tourne vers le phénomène de non-culture de la terre. L'accompagner, bien sûr, vous pouvez voir autour de moi des sols qui ont commencé à être travaillés parce que quelque part ce sont des vignes qui sont en transition, qui sont à l'heure actuelle sans herbicides depuis longtemps, mais qui malgré tout étaient dans un développement d'herbes naturelles, j'allais dire, de la levée naturelle. Et aujourd'hui, on va les conduire en préparant les sols, comme vous le voyez, donc ça va être probablement une des dernières fois où on va toucher le sol. Nous allons enlever toutes ces adventices naturelles qui, pour la plupart d'entre elles, est la plus importante, c'est le régras, qui est vraiment une plante qui dérange énormément les autres, parce qu'elle a déjà un schéma de vie qui est 12 mois sur 12, en plein hiver, les gazons sont verts, hein, et donc en particulier le régras est fort agressif pour le développement de la vigne. Donc nous sommes en train de préparer des sols pour justement favoriser ces sols vivants, mais cette fois-ci avec des semis intermédiaires. Des semis intermédiaires, j'entends par là des céréales, des légumineuses, vous voyez, qui elles vont être des plantes qui vont avoir un cycle de vie beaucoup plus court. Et on va donc semer ces céréales et ces légumineuses, parfois à l'automne, enfin en particulier et en premier à l'automne. Elles vont donc se développer un petit peu durant la fin de saison, puis être à l'état latent un peu durant l'hiver, quoi, hein. Et à ce moment-là, le printemps venu, on y arrive, puisque nous sommes désormais en avril. Voilà, en avril 2021. Le printemps venu, ces semences-là vont redémarrer, mais vous l'avez probablement vu dans différents tutos. Et lorsque ces semences, en l'occurrence c'est un seigle et puis une févrole pour ne citer que ces deux-là, elles vont arriver de fin avril à courant mai, elles vont arriver à leur stade de floraison et on va donc là cette fois-ci non pas les coucher, mais non pas les couper, mais nous allons les coucher. Alors ça c'est fort intéressant à voir parce que jusqu'à maintenant tous nos enherbements naturels, on laissait pousser, puis quand ça nous dérangeait un peu trop, on tondait. Le problème c'est que lorsqu'on tond, eh ben, on demande un redémarrage à cet adventice qu'on va appeler tout banalement l'herbe. On demande un redémarrage et qui dit redémarrage dit repomper encore le sol des vignes et là ça les dérange. Alors que les céréalières et légumineuses dont je vous parlais, on va donc non pas arrêter leur cycle, mais on va le neutraliser en les couchant. Et là, ça devient très très intéressant parce que pour différentes raisons. Et la première, c'est que bien entendu, elle protège le sol vivant. Nous ne détruisons pas l'habitat des vers de terre parce que tous ces passages de charrues, comme nos ancêtres et nos aïeux le faisaient, on croyait bien faire, mais le problème c'est qu'on détruisait l'habitat des vers de terre. Alors que là, ne touchant plus au sol, l'habitat des vers de terre sont protégés. Savez-vous que par exemple, les seigles ils peuvent monter jusqu'à 1,80 m au moment où elles arrivent en floraison. C'est-à-dire que vous passez devant ces vignes-là, c'est un joyeux, j'allais dire un gros mot, c'est un joyeux foutoir. On pourrait imaginer que le vigneron est un mauvais vigneron, et pas du tout, parce que quand on va coucher ce végétal qui a donc poussé on va dire de août-septembre jusqu'à mai de l'année suivante, eh bien quand on va coucher, on va avoir une quantité considérable de mulch, si on veut. Il va devenir à terme du mulch. Simplement, il va réduire sa vie, vous savez, en séchant tout doucement durant l'été. Mais une des particularités de cette situation, c'est que ce mulch qui va être couché sur le sol, parfois jusqu'à 10-15 cm d'épaisseur, eh bien, il va avoir pour effet d'occulter les rayons du soleil. Et ça c'est quelque chose de magique. Et encore une fois,
la seule qui nous a montré ça, c'est la forêt. La forêt croît et grandit sous nos latitudes, bien sûr, grâce au fait qu'il y a un ombragement plus ou moins important. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, bien entendu, eh bien, ça nourrit le sol vivant. Donc ici, nous sommes dans un secteur qui s'appelle, le lieu-dit s'appelle l'Auche. Et si vous voulez, nous sommes en préparation et à l'heure actuelle c'est encore de l'enherbement naturel. La vigne aurait tendance un peu à souffrir parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un cycle de vie pour cet enherbement naturel dont le régras qui est total, c'est-à-dire sur 12 mois. La terre est constamment, cette plante naturelle demande constamment du nutriment au sol. Donc, à contrario, ça vient déranger un peu la vigne. Derrière nous, nous avons un endroit où une vigne aussi, dans le lieu-dit de l'Auche, où nous avons mis du BRF. Nous l'avons mis il y a plus de 2 ans maintenant, on attaque la 3e année, et on l'a mis alors qu'il était frais, si vous voulez, le BRF, hein, par définition bois ramial fractionné, c'est-à-dire du bois qui est tranché, déchiqueté, pas déchiqueté, tranché, alors qu'il est vert. Et on a déposé ça dans les vignes. Je pense qu'on fait bien parce que tout à l'heure mon fils Jules a fait le test de la bêche et il a sorti en 4 coups de cuir à peau, comme on dit en Champagne, et il a sorti un nombre important de vers de terre, des gros, des petits, des moyens. Et donc il s'avère que ce BRF, quand on a voulu, en fin de saison dernière, donc à l'automne, quand on a voulu faire du semis, eh bien le BRF, dans son cycle de transformation, puisqu'il passe tranquillement sur le sol du stade de broyat vert et tout doucement va se décomposer partiellement sur le sol, eh bien c'est malheureux à dire, ça fait bien pour le sol, hein, c'est très bien, mais par contre pour le développement, je ne sais pas si vous le voyez, par rapport aux autres vignes qu'on a eues la semaine passée, on a un développement qui est vraiment tout à fait pas important, quoi. Tout ça parce que le semis ne peut pas se développer. Du moins, c'est ce qu'on pense, hein. On l'a constaté avec les collègues Jérôme et tout ça. Et il s'avère que c'est sûrement une bonne chose pour une préparation, j'allais dire, d'une terre qui va recevoir de la vigne. Mais par contre, dans une vigne existante, je pense que le mieux, c'est de travailler le sol une dernière fois, une dernière saison, en totalité, afin que le sol soit complètement propre, dessous le cep comme dans le rang. Et là, on fait un semis de couvert permanent, dont je vous parlais tout à l'heure, seigle, févrole, enfin légumineuses et céréalières. Je voulais aussi vous parler. Il y a une crainte que beaucoup de collègues vignerons ont, parce que depuis la nuit des temps, nos anciens nous disaient toujours « Oh là là, pas d'herbe dans les vignes, parce que l'herbe au printemps, ça génère et ça emmagasine de l'humidité au moment des périodes de gelée, et puis alors lors des heures matinales, cette humidité se vaporise un peu, elle monte, et puis la gelée faisant, une vigne qui a de l'herbe, elle est très très sujette à subir les problèmes de la gelée. » Alors, on n'a pas encore de certitude complète, mais si le semis a été fait suffisamment tôt et que l'élévation du végétal de ce semis se trouve à être assez haut, il semblerait, nous avons quelques amis viticulteurs sur la génération de le village de Croûte-sur-Marne, qui auraient constaté que, si vous voulez, le végétal étant suffisamment poussé, viendrait un petit peu au niveau des épis naissants et viendrait un peu à stabiliser l'humidité. Sous-entendu, le gel interviendrait sur le haut du couvert permanent, dès l'instant qu'il dépasse 70-80 cm, et ne descendrait pas à la hauteur de la vigne à cette époque-ci. C'est-à-dire qu'à cette époque-ci, les bourgeons sont plus ou moins importants. Dans certains secteurs de la Champagne, ils sont déjà très développés, alors que dans d'autres régions, telles que la nôtre, les bourgeons sont encore, comme on appelle, dans la bourre, c'est-à-dire ils sont un peu roses, on commence à voir un peu des pointes vertes. Enfin voilà, ça c'est vrai que c'est la crainte de beaucoup de nos collègues viticulteurs, et que si on pouvait vérifier cette théorie dont on parle de plus en plus en ce moment, que effectivement la densité de ce couvert, si elle pouvait être suffisamment importante au moment du gel, eh ben, il a fort à parier que là, ça pourrait être un engouement fort, fort important. On pense aussi de plus en plus qu'un sol vivant, un sol qui est donc à l'état naturel, même si on le conduit un peu, puisque ces semences que nous amenons, ce ne sont pas des semences endémiques à ces sols, mais ce sont tout de même des semences qui s'y comportent bien, qui s'y plaisent bien. Et il semblerait que, si vous voulez, ces sols devenus
vivants ont probablement un pouvoir d'autodéfense. Vous savez, dans les insectes comme partout ailleurs, chaque être vivant, chaque créature sur la Terre a son prédateur. Nous, il n'y a que nous les hommes, on est bêtes, on est prédateurs entre nous, mais ça c'est un peu différent. Donc on a constaté, mais ça remonte loin, par exemple, on avait des problèmes d'araignées rouges. On avait des problèmes d'araignées rouges et puis alors à cette époque-là, il y a plus pour ma part et Jules, il y a plus de 20 ans, eh bien on traitait avec des produits qu'on peut qualifier de pesticides. Et puis tout à coup, un jour, on s'est rendu compte que cette araignée rouge avait elle-même un prédateur. Donc ces araignées rouges avaient un prédateur, alors qu'on ne le connaissait pas, qui s'appelait le typhlodrome. C'est un petit animal qui ressemble bizarrement très très fort à l'araignée rouge, sauf qu'il est plus gros. Et c'était le prédateur. Et ce typhlodrome, lui, est intéressé uniquement par la petite araignée rouge, quoi. Hein, vous savez, c'est un peu comme dans beaucoup, c'est les gros qui mangent les petits, excusez-moi. Et donc, on a constaté ça, et ça remonte à de nombreuses années. On ne traite plus contre les araignées rouges dans les vignes. Donc ça, c'est un exemple que le sol vivant va forcément entretenir, quoi, ces deux créatures qui viennent réduire leurs effets néfastes. Et dernièrement, on peut aussi penser qu'il y a d'autres maladies à la vigne. Aujourd'hui, on se tourne vers des fertilisants foliaires. On va arrêter tous ces pesticides et insecticides. Ça, les insecticides, c'est arrêté aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des substances, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais nous avons une compagnie qui travaille autour de nous, aujourd'hui en Champagne et bien ailleurs, hein, qui s'appelle Getad. Et Getad sont en train de mettre au point des fertilisants foliaires, enfin tout un tas de produits qui vont convenir à la vigne tout en étant des produits des plus sains qui soient, quoi. Hein. Alors voilà l'évolution. On a aussi une autre maladie qui s'appelle l'esca. Alors, je ne sais pas où on en est avec ça. L'esca, c'est un dépérissement du bois de la vigne qui progresse dans les morceaux de bois assez gros et qui progresse en pointe. Et quand ce champignon, il semblerait que c'est un champignon. Moi, quand j'étais gamin, on appelait ça le pied noir. On appelait ça le pied noir. On ne savait pas. Et depuis, on a su que c'était l'esca. Et cet esca, alors là, tenez-vous bien, il y a une trentaine d'années, on le traitait avec de l'arsenite de sodium. C'est-à-dire un produit qui est des plus dangereux qui soit. Quand on a pris conscience que c'était dangereux, on a arrêté complètement, et ça se fait plus du tout. D'ailleurs, c'est même un produit complètement interdit. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire qu'on a passé par des situations qui ont fait qu'on a été amené à faire des erreurs, quoi. Beaucoup d'erreurs. Donc, il semblerait que le sol vivant, ces travaux pour l'agriculture du sol vivant, eh bien, pourraient peut-être un peu contrecarrer tous ces phénomènes naturels. Encore une fois, la forêt est là pour nous montrer. Les arbres, les forêts, on ne les traite pas, on ne les laboure pas, on ne met pas d'engrais, on ne met rien. Et pourtant, les arbres dans ces endroits-là croîtent et grandissent sans que la main de l'homme y touche. Donc si j'avais, sans prétention, hein, un conseil à donner à des collègues qui se trouveraient un peu sur le retrait, à dire « Oh là là, il est gentil Michel, mais bon, faire pousser des adventices comme ça dans les vignes, ça ne nous convient pas de trop ». Moi, le conseil à vous donner, même si vous avez essayé ou ça ne vous a pas paru très concluant, tentez encore une seconde expérience ou une deuxième ou une troisième expérience. Alors, il y a quelques conditions bien déterminées dans lesquelles qu'il faut employer, si vous voulez, pour démarrer. Et il faut déjà démarrer par un sol extrêmement propre. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'il faut l'année précédente, durant toute l'année précédente, en l'occurrence, bah, ça démarre là, bien qu'en ce moment, il ne faut pas trop toucher à la terre parce qu'on va la faire, elle aussi, extraire son humidité la nuit et va provoquer le gel. Mais donc, quand la période de gel va être éloigné, on va se mettre à retravailler ces sols pour ces vignes qui ne sont pas encore en permaculture et en agroforesterie. On va retravailler les sols en dessous, sur le rang et puis dans le rang afin que
à partir de septembre, enfin on va dire à partir de l'arrière-saison, là nous allons ressemer. Donc ça c'est le conseil que je pourrais donner à ces collègues qui sont, je ne vais pas dire réticents, mais qui se disent attends c'est bon ou c'est pas bon ce truc-là. Essayez au moins sur une parcelle de vigne, tentez le coup, quoi, même quelques rangs. Il ne faut pas faire un rang sur deux. Je pense que c'est une erreur de faire un rang sur deux parce que il faut qu'il y ait quand même une empreinte quoi, sur le sol. Il faut au minimum 4 ou 5 mètres de large, quoi, après sur la longueur de la vigne. Mais le conseil que je leur donnerais, c'est de réessayer, de correctement préparer avec les travaux de sol qu'il y a à faire, ce qu'on appelle les disques crânés qui viennent comme ça passer le long du cep. Et puis après, dans le rang, vous passez avec des cover crops, vous savez, ce sont des disques. C'est pas la peine de les faire descendre trop profond s'il n'y a pas trop de régras. C'est pas non plus la peine, mais bon, on va encore assassiner des vers de terre encore une dernière fois, puis après on passe avec un appareil qu'on appelle le vibroculteur. Vous savez, c'est un peu comme des Canadiens où les dents secouent la terre, et là on devrait cheminer comme ça tout doucement. Alors on va arrêter parce que à un moment donné dans l'été, quand la phase de véraison va arriver, la maturation, le mûrissement, le début du mûrissement, on va arrêter de toucher au sol, mais juste après les vendanges, eh bien on va de nouveau retravailler. Et puis si on a la chance d'avoir une période un peu propice d'un point de vue hygrométrie, eh bien on va se dépêcher de mettre ces fameuses graines légumineuses et céréalières en terre. Et il faut savoir que quand on démarre donc cette méthode, avec le travail du sol comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir apporter des quantités de fumure organique assez importantes, juste après le semis, voire avant, hein, on peut le faire même avant. Et là on peut aller jusqu'à 2 tonnes hectares de fumure organique. Et là vous allez avoir un très beau développement de votre couvert. Et puis on va cheminer comme ça jusqu'au mois de mai de l'année d'après. Alors aujourd'hui on a un appareil qui est absolument fabuleux, je vais faire un peu de pub, mais pour moi c'est le meilleur, du moins dans nos types de sol. C'est un appareil qui s'appelle Orbis, hein, qui a été conçu par un ingénieur industriel, un gars absolument génial. Et voilà, donc on travaille en ce moment sur les semoirs et tout, qui vont implanter ces graines dans le sol. J'engage vraiment tous ceux qui travaillent la terre en général de se tourner vers ces méthodes. Aujourd'hui, il y a un panel absolument important de tout un tas d'essais qui se font partout en France. Et ceux qui veulent venir se renseigner parmi nos collègues champenois, eh bien qu'ils n'hésitent pas à venir vers notre association Arbres et Paysages en Champagne, voire PADV, une agriculture, pardon, pour une agriculture du vivant.